L'histoire de Félix Kersten est proprement incroyable. À tel point incroyable que son histoire a été vérifiée par des dizaines d'historiens et de gouvernements. Mais à chaque fois, elle a triomphé de toutes les enquêtes. Le 19 avril 1945, deux hommes quittent la Suède à destination de Berlin. L'avion est un Junker de la flotte d'Heinrich Himmler, le tout-puissant chef de la SS. Félix Kersten est le médecin de Himmler. Norbert Mazur, membre du Congrès juif mondial. Dans quelques heures, le docteur Kersten va présenter Norbert Mazur à Himmler pour la plus étonnante négociation de la Deuxième Guerre mondiale. En cette toute fin de la guerre, les nazis livrent leur ultime bataille, celle de leur Führer, Adolf Hitler. Vaincre ou mourir est leur dernier ordre, celui d'un fanatique qui vit désormais reclus dans son bunker. Les jours de son régime de terreur semblent désormais comptés. Le destin de Félix Kersten est l'un des plus surprenants de la Deuxième Guerre mondiale. Celui d'un masseur-thérapeute qui prend des risques inimaginables pour arracher à la mort des milliers de vies. Dans le Berlin du début des années 30, la vie paraît presque normale. Pas encore les bruits ni la fureur de la guerre. Pourtant, les signes avant-coureurs de la souffrance et de la tragédie sont en place. Le régime nazi contrôle tous les leviers du pouvoir et réduit au silence toute opposition. Dans la capitale allemande, un homme connaît un succès grandissant. Il s'appelle Félix Kersten. C'est un masseur-thérapeute finlandais de 40 ans. Il a été initié à la médecine tibétaine par un lama. Ses mains ont un don qui lui vaut de soigner les grands de cette Europe d'avant-guerre. Mon père a été formé par le Dr Koh. Il a été son élève de 1922 à 1924. Au bout de ces 3 ans, le docteur a informé mon père qu'il devait quitter l'Allemagne pour rentrer au Tibet. En partant, il lui a laissé son cabinet. C'est à partir de cette époque qu'il a connu le succès. C'était un docteur réputé. Il soignait le roi de Roumanie et la plupart des grandes familles de l'aristocratie allemande. Le bouche à oreille amenait toujours plus de patients. C'est comme cela que sa clientèle s'est considérablement étoffée. Mon père avait un don et un savoir-faire qui lui permettait de soigner avec beaucoup d'efficacité des gens que la médecine moderne ne parvenait pas à bien soigner. Et ses patients lui exprimaient leur reconnaissance. Le succès aidant, il s'installe et se marie avec une Allemande de bonne famille. Félix Kersten soigne des rois, des reines et de grands industriels allemands. Les soins qu'il leur prodigue et l'argent qu'il en retire lui permettent d'acquérir en 1935 un grand domaine aux portes de Berlin, le domaine de Harzwald. C'est le temps heureux des naissances et des moissons. C'est aussi l'époque où les nazis s'emparent de tous les leviers du pouvoir en Allemagne. Le docteur s'est juré de ne jamais toucher à la politique. Mais depuis 1933, les nazis, dans une propagande savamment orchestrée, mettent en scène leur idée d'homme nouveau, un homme fort, une race dominante, conduite par un chef, le Führer. Dans cette folle aventure, Adolf Hitler est secondé par Heinrich Himmler, le chef de la SS. C'est pas quelqu'un qui négocie son autorité, Himmler. C'est quelqu'un qui la détient et qui est obéi. Il ne faut pas l'imaginer comme un petit monsieur faible, assis à un bureau, qui obéirait aux ordres d'Adolf Hitler comme ça. Il a ses ambitions propres. Alors, effectivement, c'est le plus grand planificateur. Et c'est vrai qu'il a des qualités
d'organisation qui sont exceptionnelles. C'est lui qui a inventé la propagande nazie, c'est lui qui, à partir de 1927-1928, est chargé de la propagande du parti nazi, et ensuite il y a bien évidemment la SS. Et sa qualité d'organisation dans la SS, c'est une qualité à la fois de projet, c'est-à-dire qu'il pense l'idée d'un ordre dans l'État, d'un ordre qui permet de structurer toutes les activités. Le Parteistaat, ce sera un SS-Staat. Le parti d'État, ce sera l'ASS, en fait. La réalité de sa pensée, c'est ça, la nouvelle chevalerie. Donc il a cette pensée administrative très précise qu'il va mettre au service de la guerre et de l'extermination des Juifs. D'abord discrète, la répression frappe les opposants au nouveau régime qui sont restés en Allemagne, puis progressivement s'abat contre un autre ennemi de l'intérieur, les Juifs. Montrés du doigt, mis au banc de la société, ils deviennent les boucs émissaires coupables de tous les maux du pays. Dans l'entourage de Kersten, beaucoup de ses amis le pressent d'approcher Heinrich Himmler, que l'on dit souffrant. Ils savaient qu'Himmler avait des soucis de santé. Ils avaient aussi entendu dire que les médecins ne parvenaient pas à le guérir. Ils ont donc songé à mon père en pensant que lui pourrait peut-être faire quelque chose. Ils lui ont donc demandé d'essayer de soigner Himmler. Ceci se déroule en 1939, avant le début de la guerre. Mon père leur a répondu « Non, non, je ne souhaite pas aller là-bas. C'est une source d'ennui. Aller chez Himmler, c'est aller au-devant d'ennui. Non, non, je ne souhaite pas y aller. » Les amis de mon père ont tellement insisté qu'ils ont fini par le convaincre d'y aller. Ils lui ont expliqué que c'était une faveur et le remercier par avance. Le 19 mars 1939, le docteur Felix Kersten se rend au quartier général de la SS, Prince-Albert-Straße, plein d'appréhension. Il sait que dans quelques instants, il va rencontrer le diable en personne. En réalité, il avait peur, il avait très peur. Il n'aimait pas du tout cette idée. Quant à ma mère, elle était horrifiée. Elle l'a accompagné Prince-Albert-Straße, où était le quartier général d'Himmler. Il s'engouffra dans la chancellerie et prit l'escalier, et à cet instant, ma mère s'est dit qu'elle ne reverrait sans doute jamais son mari. Tout le monde savait que les gens qui entraient dans ce bâtiment n'en ressortaient pas forcément. Et donc, y aller volontairement pouvait être interprété comme idiot et surtout aller au-devant de gros problèmes. Avant cette rencontre, Kersten prend conseil auprès de l'ambassade de Finlande à Berlin, où il compte quelques amis. Étant citoyen finlandais, les diplomates lui expliquent que de bonnes relations avec Himmler pourraient être utiles à son pays. Il pourrait peut-être leur fournir des renseignements si sa relation médicale avec cet homme devenait fructueuse. Kersten accepte. Merci d'être venu, docteur, dit Himmler à Kersten, qui raconte la scène dans son journal. J'ai beaucoup entendu parler de vous. On dit de vous que vous êtes le meilleur. Peut-être parviendrez-vous à me soulager des atroces douleurs d'estomac qui m'empêchent aussi bien de rester assis que de marcher. Pas un seul médecin d'Allemagne n'a réussi à me guérir. Tous ceux qui sont passés avant vous ne me parlent que de piqûres. En face de lui, Kersten trouve un homme usé, fatigué, en très mauvaise santé. Pas du tout celui auquel il s'attendait. Mon père lui a dit qu'il devait d'abord le traiter pendant une quinzaine de jours, car un simple traitement n'est pas suffisant. Je dois apprendre à connaître votre corps pour trouver la meilleure façon de vous soigner. J'ai donc besoin de 14 jours. Au bout de ces 14 jours, je vous dirai si je peux vous prendre comme patient. Pour l'instant, je vous teste et ensuite on fait le point. Felix Kersten fait allonger Himmler sur une banquette et tend les mains sur son corps. En quelques mouvements, le masseur le soulage immédiatement. Les jours suivants, le miracle se renouvelle. Et au bout de ces 14 jours, Himmler demanda à mon père s'il l'acceptait comme patient. Mon père lui répondit qu'il pouvait l'aider. Il lui dit aussi qu'il le ferait à certaines conditions. Aux yeux de mon père, elles étaient la condition sine qua non. Himmler lui répondit « Tout ce que vous voulez, docteur, dites-le moi et j'accepterai. »
Depuis ce jour jusqu'à la fin de la guerre, Kersten devient le médecin personnel du chef des SS. Après chaque traitement, il dicte ses mémoires, plus exactement un journal dans lequel il décrit ce qu'il voit, ce qu'il entend et les gens qu'il rencontre. Kersten va même jusqu'à retranscrire à la lettre ses dialogues avec les dignitaires du régime nazi. C'est un document unique pour les historiens, une référence de première main sur la personnalité de Heinrich Himmler. Tout d'abord, vous devez accepter d'être traité comme un patient quelconque. Vous n'aurez droit à aucune séance supplémentaire. Toutefois, je ferai une exception vous concernant. Je viendrai vous soigner à votre bureau, comme cela vous n'aurez pas à vous déplacer à mon cabinet. Ensuite, je ne veux être mêlé à aucune organisation politique ou militaire, comme la SS. Je n'ai rien à faire avec tout cela. Troisièmement, je veux être libre de mes mouvements. Je suis un citoyen finlandais, je veux aller et venir à ma guise. Himmler lui dit « Oui, bien sûr, tout ce que vous voudrez ». Himmler sentait bien que mon père était la seule personne qui pourrait le soulager. Il ne voulait pas perdre mon père. Et avant la guerre, Himmler était apparemment encore poli et courtois. Pas d'exigence, rien. Chaque fois que Felix Kersten appose ses mains sur le corps meurtri du Reichsführer, le miracle se répète. Kersten le soulage et Himmler se sent de mieux en mieux. C'est comme si la douleur était matée par les impulsions de ses doigts magiques. La félicité et la résurrection de cet homme perclus de douleur tenaient aux mains exceptionnelles du guérisseur. C'est pourquoi le chef de la police accueillait Kersten comme un bienfaiteur. Et il ne tarda pas à l'appeler affectueusement « mon Bouddha magique ». C'est ainsi que débute la singulière relation entre Felix Kersten et Himmler. Il faut l'imaginer dans ces instants d'accalmie où la souffrance s'évanouit. Il plane et s'abandonne alors à des confidences qui auraient valu la peine de mort immédiate à n'importe qui d'autre. C'est au cours d'une de ces séances que Himmler lui annonce le début de la guerre. À la fin de l'année 1940, le Troisième Reich règne en maître sur une grande partie de l'Europe. Kersten, qui partageait sa vie entre l'Allemagne et la Hollande, voit sa liberté de mouvement restreinte. Himmler dit à mon père d'abandonner les activités qu'il avait en Hollande et de rester à Berlin. Il lui dit qu'avec la guerre, il ne pourrait plus garantir sa sécurité hors d'Allemagne. En Hollande, la situation était loin d'être stable et sûre. Himmler ordonne à son docteur de rester en Allemagne pour s'occuper de lui, sinon il pourrait bien finir ses jours dans un des camps de prisonniers allemands. Désormais, Kersten est rivé à Himmler. Il est le seul homme au monde capable de l'apaiser. Le docteur s'installe donc dans sa propriété de Hartswald au nord de Berlin. Lui et sa famille sont devenus les otages de Himmler. Mais peu à peu, le docteur va prendre de l'ascendant sur son geôlier. Kersten a un statut tout à fait spécifique. Sa grande force supplémentaire, c'est que visiblement, il marche, c'est-à-dire qu'il arrive à atténuer la maladie et les douleurs physiques, de ventre, les douleurs articulaires de Himmler. Morel a du succès pendant un moment avec Hitler et ensuite, il en a moins, donc Hitler ne lui fera plus confiance à mesure que sa cure va baisser d'efficacité, alors que Himmler maintiendra sa confiance à Kersten parce que la médecine de Kersten marche pour soulager Himmler. Kersten a toute une optique, disons, qui est de médecine chinoise, de médecine tibétaine, qui lui a été inculquée, toute une formation en quelque sorte, à la fois le travail du corps, à la fois musculaire, et en même temps une espèce d'hygiène de vie qu'il pousse ses patients à suivre. Et c'est ce qui fait qu'il va avoir une influence très particulière sur Himmler, parce qu'il prétend qu'il y a un rapport direct entre les pensées de Himmler et son état physique, entre ses actes, en quelque sorte, et sa situation sanitaire. Donc il va le pousser parfois à prendre des décisions pour soulager sa conscience, parce qu'il pense que ça va améliorer le physique de Himmler. Et il le lui dit comme ça, si vous faites tel geste, si vous faites tel acte, vous risquez de souffrir davantage. À Berlin, rapidement, des amis lui demandent des faveurs. L'industriel Rostag lui explique qu'un de ses employés s'est fait arrêter par la Gestapo. C'est l'une des innombrables victimes de la répression politique.
C'est alors que vient à Kersten l'une de ces intuitions qui sont décisives pour toute une vie. Il renonce à ses honoraires et choisit de les échanger contre des vies. Après une séance de massage, Kersten prit son portefeuille et en tira une note qui concernait l'employé de son ami. Il raconte: « Voilà mes honoraires, Reichsführer, la liberté de cet homme. » Himmler eut un sursaut qui agita sa peau et ses muscles lâches, puis il lut la note et dit « Du moment que c'est vous qui le demandez, naturellement, je vous l'accorde. » Il avait arraché une existence à Himmler, la première. Ayant compris que Himmler tient entre ses mains la vie de centaines de milliers d'hommes, il a décidé de lui en arracher le maximum en monnayant ses services, en quelque sorte en vie humaine. Je pense qu'on peut bien le voir comme ça, tout à fait, et prendre au premier degré ces affirmations. Autant je prends au premier degré aucune affirmation de Himmler ou de Schellenberg, autant celle de Kersten, il me semble que on n'a pas de raison de douter de leur sincérité. Il est là, dans l'antre du monstre, et il sauve des vies. Dans l'entourage de Himmler, dans l'antre de la bête, la présence de Kersten suscite de nombreuses interrogations. Reinhard Heydrich, chef suprême de la Gestapo, a repéré le médecin masseur. Depuis que le docteur soigne son chef, il est inscrit sur sa liste rouge. Heydrich le soupçonne d'être un agent ennemi, ou pour le moins, un partisan actif des pays en guerre contre l'Allemagne. Mon père était un casse-tête pour la sécurité et la police secrète. Leurs hommes voyaient aller et venir un étranger, un civil qui disait poliment bonjour à tout le monde et entrait chez le Reichsführer comme dans un moulin. Il n'avait même pas montré patte blanche. Ensuite, il passait des heures enfermé avec Himmler dans son bureau, sans que personne ne sache ce qui s'y passait ou ce qui s'y disait. Cette situation ennuyait considérablement à Heydrich. Beaucoup de gens, comme lui, auraient souhaité que ces allées et venues cessent. Mais les ordres d'Himmler devaient être respectés à la lettre. Heydrich s'obstinait à tenter de savoir ce qui se passait. Pendant les soins que prodiguait mon père, de temps en temps, il frappait à la porte et entrait immédiatement sans attendre de réponse. Il prenait comme prétexte des papiers insignifiants à faire signer à Himmler. Comme ça, il pouvait surveiller l'intrus. À l'extérieur, l'Allemagne nazie poursuit son irrésistible avancée. Plus la guerre s'étend, plus le stress et les douleurs de Himmler s'aggravent, et plus il devient dépendant de son médecin. Ce qu'il obtient de cette proximité avec Himmler, c'est plusieurs choses. D'abord, il obtient une grande autonomie pour sa fortune, pour ses biens. Ça lui permet aussi, on n'y pense pas, mais pour l'époque c'est extrêmement important, de jouir d'une ligne téléphonique en liaison directe avec l'étranger. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux en Allemagne à cette époque-là, celle de Hitler, celle de Himmler. Ça lui permet aussi de jouir d'un courrier personnel. Il reçoit son courrier qui n'est pas ouvert, qui n'est pas censuré, au siège de la SS, et ça c'est malgré tout un assez grand privilège. Il mit au point un système. Le courrier que recevait Himmler ne pouvait être ouvert que par lui ou son assistant, le docteur Brandt. Mon père demanda à ses amis hollandais de lui écrire à l'adresse postale d'Himmler. Ainsi, le courrier qu'il recevait chez Himmler n'était pas censuré. Les lettres qu'il recevait lui étaient remises en main propre. Ses amis pouvaient donc l'informer des personnes qui avaient été arrêtées. Et pour plus de précautions, ils utilisaient des codes. Une personne arrêtée était décrite comme souffrante ou hospitalisée. C'est comme ça que mon père a pu entretenir une correspondance secrète pendant la guerre. Il avait aussi demandé à ses amis de parfumer les lettres. Comme cela, si Himmler l'interrogeait, il dirait que c'était ses maîtresses qui lui écrivaient des mots doux. Au début, Kersten a peur. Il a l'impression que chaque lettre reçue au quartier général à l'adresse postale de Himmler lui brûle la peau. Mais quand chez lui, il en a achevé la lecture, il oublie le risque encouru. Ce ne sont que longs cris de détresse, appels désespérés en faveur d'hommes ou de femmes martyrisés par les nazis. Dans cette liste atroce, le docteur choisit les cas les plus pathétiques et au moment propice, pendant le traitement, il en parle à Himmler qui lui accorde toute son attention.
pour être sûr que ses demandes soient entendues, Kersten lui envoie de longues lettres nourries d'arguments en faveur de tel ou tel prisonnier. Ce pacte avec le diable parvient aux oreilles du redoutable chef de la Gestapo, Reinhard Heydrich. Heydrich pensait que mon père était un espion, mais n'avait aucun moyen de le prouver. Il suspectait que quelque chose ne tournait pas rond. Donc il essayait de le coincer. Un jour, après une séance de massage, il demanda à avoir un entretien avec mon père. Et il lui dit que ce serait bien qu'ils aient une petite conversation tous les deux. Il avait des choses à lui dire. Mon père pensa rapidement et lui répondit que oui, bien sûr, ce serait bien qu'ils se voient pour discuter. Il suggéra à Heydrich de le faire tout de suite et dit à Himmler qu'il allait discuter avec son subordonné. S'il avait besoin de lui, il saurait où le trouver. Comme de nombreux hauts dignitaires, Heydrich enregistrait les conversations. Il les gravait sur un gramophone. Et au tout début de leur entretien, mon père lui dit qu'il n'avait pas besoin de faire ces enregistrements. Heydrich lui répondit que s'il connaissait les procédures, c'est qu'il n'était pas un docteur comme les autres, mais peut-être aussi un politicien. Mon père se défendit « Non, non, je ne suis qu'un simple médecin ». Kersten raconte sa conversation avec Heydrich. Je commence à deviner qui vous êtes. Vous influencez Himmler. Vous le soignez et cela arrive à de grands hommes quand on les délivre de leur douleur. Ils prêtent une oreille bienveillante à ce qu'on leur dit. Vous savez ce qui pourrait vous être utile, Herr Kersten? C'est de vous aider dans votre démarche en me donnant les noms. Tout devint clair pour Kersten. Heydrich voulait obtenir des renseignements et les noms de ceux qui lui demandaient des faveurs. Soudain, la conversation est interrompue par un coup de téléphone. Himmler cherche son médecin. Cet appel va sauver Kersten. C'est alors qu'Himmler appela son docteur. « Où est Kersten ?» Heydrich lui dit qu'il avait de la chance parce qu'il souhaitait faire arrêter mon père. « Vous pouvez y aller, Kersten. » Mais le chef de la Gestapo essayait tout le temps de le prendre en défaut. Mais Heydrich avait peur d'Himmler et Himmler était le protecteur de mon père. Le 22 juin 1941, Hitler lance ses divisions à l'assaut de l'Empire soviétique. Dans un déferlement de fer et de feu, pendant les quelques mois de l'été et de l'automne, la machine de guerre allemande enfonce les défenses de l'armée rouge. Himmler part dès le lendemain pour le front de l'Est. Il ordonne à son médecin de l'accompagner. Le train spécial de Himmler, un train blindé, était un véritable quartier général. Tous les services placés sous son commandement y avaient leurs bureaux et leur personnel. Pendant toute cette période, mon père est resté à bord du train spécial d'Himmler. Il y avait un compartiment dans un wagon-lit, le numéro 6. Et il y a passé de très longs moments. Dans ce train, mon père glanait des informations importantes, notamment aux messes des officiers. C'était le lieu où tous les officiers se détendaient et parlaient ouvertement. De temps à autre, les informations qu'il y récoltait, il devait les vérifier ensuite en posant des questions à Himmler. Il disait à Himmler qu'il avait entendu parler de telle chose et lui demandait confirmation. Himmler lui répondait « C'est faux ou c'est secret, vous ne devez en parler à personne ». C'est ainsi que mon père recueillait des secrets. Mon père a appris l'existence des camps de concentration vers la fin de l'année 1942. Encore une fois, c'est aux messes des officiers qu'il entendit un jour un gradé en parler. Il demanda ensuite à Himmler si c'était vrai que les Allemands tuaient les Juifs. Himmler lui répondit que oui.
Il lui dit aussi que cela ne le regardait pas. Il fut très ferme avec mon père. « Docteur, ce ne sont pas vos affaires, n'en parlez plus. » Dans les processus de décision de la solution finale, il y a 3 personnages qui jouent un rôle clé. Hitler, en ce qui concerne les impulsions de principe, Göring, en ce qui concerne les décisions ayant un impact économique, et Himmler pour tout ce qui est décision raciale. C'est à la fois un homme de bureau et en même temps un homme qui a une capacité d'action. Il est partout sur le terrain, faut penser à ça. Il visite les camps, il visite les écoles, il fait ses tournées d'inspection. Quand Heydrich est tué, c'est lui qui va organiser les funérailles à Prague. Donc il se rend sur place, il se déplace beaucoup. Il ne faut pas du tout penser le tueur de bureau comme quelqu'un qui resterait comme ça, caché à Berlin. Pas du tout, c'est quelqu'un qui se déplace, qui va partout. Donc il faut, voilà, tueur de bureau, on peut le dire, mais en même temps, pas le petit tueur de bureau caché derrière sa table. En fait, quelqu'un qui est un administrateur de la mort. Kersten rapporte une des conversations avec Himmler au sujet des Juifs. « Mon bon Kersten, je n'ai jamais voulu détruire les Juifs. J'avais d'autres idées pour eux. C'est le Führer qui m'a donné l'ordre de nous en débarrasser. Ils ont été autorisés à emporter tous leurs biens et leur argent avec eux. J'ai surveillé cela de près, mais il y a un point sur lequel je suis intraitable, c'est que les Juifs doivent quitter l'Allemagne pour toujours. » Kersten lui dit qu'il sera jugé par l'histoire comme le plus grand bourreau des Juifs. Il avait un patient, des gens adorables. Il les connaissait depuis longtemps et soudainement, un jour, le chef de famille ne vint pas au rendez-vous à son cabinet. Il appela ses amis pour leur demander ce qui se passait. Ils lui dirent que l'homme avait été envoyé en camp de concentration. Mon père demanda à Himmler la libération de cet homme. Himmler lui demanda si c'était une famille juive. « Oui », lui répondit mon père, « des gens très bien ». Himmler refusa catégoriquement. Non, absolument non. Mon père essaya pendant tout un mois, relançant Himmler, ne lâchant pas prise. Himmler refusait, il ne parvint pas à faire libérer cet homme. Malgré cet échec, la confiance s'installe entre le bourreau et son médecin. À coups de lettres et d'arguments, Kersten tente de faire élargir d'autres prisonniers, des non-juifs, puisque Himmler était intraitable sur ce point. C'est maintenant devenu une habitude. Après chaque traitement, il demande une vie au chef des SS. L'ascendant psychologique sur Himmler devient décisif à chacun des voyages qu'ils font ensemble. Compte tenu des risques, Kersten souhaite envoyer sa famille en Suède, pays neutre à l'époque. Himmler lui accorde la permission de s'y rendre en septembre 1943. Pour son déplacement, il obtient des Finlandais le statut de courrier diplomatique. Cela lui permet d'emporter des documents officiels qu'il avait pu collecter via sa boîte aux lettres. Un transport à haut risque. En fait, il est invité par le ministre suédois des Affaires étrangères à venir lui faire un point précis sur la situation en Allemagne. À Stockholm, Kersten rencontre Abraham Hewitt, le représentant spécial du président Roosevelt. Hewitt est l'un des agents de l'OSS, les services secrets alliés. Kersten offre aux diplomates américains la possibilité d'entamer des discussions directes avec Himmler. Donc il rencontra Hewitt. Les deux hommes comprirent très vite qu'en travaillant ensemble, ils pourraient peut-être faire avancer les choses. Ils passèrent 2 ou 3 jours à discuter de ce qui pourrait être fait pour amener l'Allemagne à signer une paix séparée. Himmler avait dit à Kersten qu'il souhaitait entamer des discussions avec les Américains. Il souhaitait faire la paix avec l'Ouest, il voulait que l'Ouest l'aide à combattre l'Est. Il peut témoigner qu'il a longuement discuté avec Himmler dans des occasions, si j'ose dire, intimes,
qui vont crédibiliser le message de Himmler. Il va parler des états d'âme de Himmler, du fait que vraiment quand il disait ça, il avait l'air tout à fait sincère, tout à fait ennuyé de devoir servir quelqu'un comme Hitler alors qu'il commençait vraiment à prendre ses distances avec lui, etc. Il va pouvoir répondre de tout ça, Kersten. Hewitt était un proche de Roosevelt, mais il n'était pas officiellement son émissaire. Il avait accès au président. Il fit donc un rapport qu'il transmit à l'OSS, l'ancêtre de la CIA, rapport qui atterrit sur le bureau de Donovan, qui le communiqua à Roosevelt. Les propositions d'Abraham Hewitt parviennent jusqu'au bureau du général Donovan, le chef de l'OSS à Washington. Puis sur celui du président Roosevelt. Mais les dés sont jetés. La machine de guerre américaine est engagée dans la Deuxième Guerre mondiale. Plus question de faire machine arrière, plus question de négocier. L'Allemagne a commis l'irréparable. Nous avions reçu des instructions très précises. Si nous étions approchés par les nazis pour des offres de paix séparées, nous devions les rejeter et en référer à Washington. Notre politique était très claire, pas de négociation. Et de toute façon, à notre niveau, nous ne pouvions pas négocier. Mais nous savions que les dirigeants du Reich avaient imaginé un armistice avec l'Ouest dans l'idée que les Alliés pourraient s'unir aux Allemands contre les Soviétiques. À l'époque, c'était l'espoir secret des Allemands. Parvenir à un arrangement avec les Alliés, et même pourquoi pas à une paix, et continuer la guerre contre la Russie. Pour nous, c'était bien sûr la pire des hypothèses. La consigne de Washington était claire. L'Allemagne devait capituler, les criminels de guerre devaient être jugés, et il n'y aurait pas de paix séparée, chose que les Russes redoutaient plus que tout. En fait, nous voulions que l'Allemagne soit détruite. Cette réponse brutale ne décourage pas Kersten. Il décide de jouer de plus en plus gros. Il demande à Himmler une première libération de Juifs en masse. Himmler lui répond que c'est impossible, mais qu'il veut bien réfléchir à un chiffre raisonnable. Après des semaines de négociations et de soins, le Reichsführer accepte de faire dévier 2 convois de 3000 Juifs destinés au camp de la mort. Fait sans précédent, il donne l'ordre de les diriger vers la frontière suisse. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que Kersten, à la fin de la guerre, réussisse à sauver autant de vies. Il y a d'abord l'idée qu'il est un passeur avec un pays neutre, la Suède, dans lequel la Croix-Rouge exerce un rôle tout à fait important. Et les nazis ont toujours essayé de garder des bonnes relations avec la Croix-Rouge, de maintenir les visites de camps de prisonniers, pas de camps de concentration, il faut être bien précis là-dessus. Et donc ça permet à Kersten de jouer un rôle de passeur et donc de répercuter les demandes de la Croix-Rouge. Donc ça, c'est un premier effet qui va permettre en quelque sorte un traitement non pas individualisé des grâces, mais un traitement de masse. Cela brisa la glace. Himmler, pour la première fois, avait libéré des Juifs. Ce geste fut très important, car si vous le faites une fois, vous pouvez recommencer. Mais pour que cela fonctionne, il ne fallait surtout pas qu'Hitler soit au courant. Moralement, Himmler avait ouvert une brèche en relâchant des gens. C'est un succès. Cette libération donne des ailes à Félix Kersten. Il sait qu'il peut obtenir davantage de Himmler. Le Reichsführer vit désormais dans une dépendance totale vis-à-vis de son médecin. Et surtout, il sent que la fin du Troisième Reich approche. Kersten lui écrit pour le convaincre qu'il a tout intérêt à donner des gages de clémence aux Russes et aux Alliés, qui se rapprochent dangereusement de l'Allemagne. Les Alliés cherchaient des contacts et de l'aide. Les Norvégiens et les Danois voulaient que la Suède, pays neutre, les aide. De l'aide pour faire sortir de prison des milliers d'innocents. C'est à mon père que l'on vint faire ces demandes. Il demanda qui dois-je faire sortir de prison. On lui répondit des professeurs, des policiers, des gens ordinaires qui avaient été arrêtés par les nazis et qui croupissaient dans des camps de concentration
où ils mouraient de faim. Mon père en discuta avec Himmler, qui à sa grande surprise lui répondit qu'il acceptait de libérer ces gens, à condition que leur transport soit organisé, car les Allemands n'avaient plus de transport disponible. Il dit, si vous pouvez les transporter, vous pouvez les emmener en Suède. Et c'est ainsi qu'il réussit à faire sortir des milliers de prisonniers, et c'était seulement le début. Au début du mois d'avril 1945, les efforts de Félix Kersten sont récompensés. Plusieurs milliers de personnes sont libérées des camps de concentration nazis. Françoise, internée à Ravensbrück, se souvient de cette journée. On nous a fait sortir donc des baraquements et on nous a fait aller à la porte du camp. Alors moi j'étais dans l'industrie Hof, on est passé dans le grand camp et on arrive toujours par 5, en rang par 5, et là on a attendu des heures et des heures, et finalement on est arrivé, on nous a fait aller jusqu'à la porte du camp, et là ils ont dit tout le monde, sauf les Juifs, sont libérés. Bon, alors moi, je n'ai pas été libérée. En quelques mois, Kersten est devenu un passeur indispensable. Il propose aux Suédois une libération comme il n'y en a jamais eu depuis le début de la guerre, faire sortir des milliers de Juifs des camps de la mort. Les gens commencèrent à comprendre que grâce à mon père, c'était possible. Günther, le ministre suédois des Affaires étrangères, comprit que par le biais de mon père, il était possible de faire libérer des gens en masse. Pas seulement des Suédois, mais aussi des Danois, des Hollandais, des Français. Mon père lui dit qu'il pouvait faire libérer beaucoup de gens, mais qu'il n'avait pas de moyens de transport à sa disposition, et surtout pas de pays prêts à les accueillir. Personne ne veut recevoir d'anciens prisonniers. À quoi cela sert-il de faire libérer des gens si personne n'en veut? Günther lui répondit que tous les gens qu'il parviendrait à faire libérer seraient les bienvenus en Suède. C'est pour cette raison que le Masseur de Himmler et un représentant du Congrès juif mondial se retrouvent ensemble dans le Junker de Himmler. Ce 19 avril 1945, les deux hommes quittent Stockholm pour Berlin, avec un seul objectif, la vie de milliers de Juifs promis à une mort certaine. À ce stade de la guerre, c'est une mission quasi impossible. À propos de ce voyage en avion, Norbert Mazur écrit « Le voyage vers Berlin se passait sans incident. Une fois arrivé dans l'intérieur du pays, j'ai découvert des cratères dans la terre, les premiers signes d'une guerre. Sinon, pas de traces de grande bataille. Pas de soldats ou de colonnes motorisées sur notre chemin. C'est seulement quand notre avion entra dans l'espace aérien de Berlin que les traces de la guerre devinrent plus manifestes. Des maisons bombardées, des usines sans toit. Mazur et Kersten sont maintenant en vue de Berlin. Dans la carlingue, la tension est palpable. C'est la première fois que Mazur met les pieds dans la capitale allemande, dans la gueule du loup. Comment imaginer un seul instant qu'il va pouvoir s'asseoir à une table avec le bourreau des Juifs? Mon oncle était plein d'appréhension. Pas effrayé, mais conscient que l'homme qu'il allait rencontrer était responsable du massacre de millions de gens. Et que, d'une certaine façon, il mettait sa vie en danger. Je suppose qu'Himmler avait dû promettre sans condition un sauf-conduit à l'émissaire qui venait le voir à Berlin. Mais on connaissait les méthodes des nazis et je suis persuadé que mon oncle craignait pour sa sécurité. Une fois à Berlin, Norbert Mazur poursuit le récit de son voyage aux côtés de Félix Kersten. Dans Berlin, les ruines des maisons surgissaient les unes après les autres, comme des fantômes. Nous passions à côté des décombres de maisons et à travers les ouvertures étroites, on pouvait distinguer les canons des chars d'assaut qui étaient camouflés. La défense civile s'agitait dans tous les sens. C'était le chaos. Nous avons continué la route en croisant des gens qui marchaient à côté du monceau de décombres de la ville d'Oranienburg, complètement détruite par une attaque aérienne quelques jours auparavant. Pour moi, le nom d'Oranienburg avait une sonorité sombre. C'est ici que beaucoup de mes proches parents avaient connu l'horreur des camps de concentration. Je pensais aussi aux prisonniers du camp de Ravensbrück, qui se trouvait juste à 30 km du domaine de Kersten, où je devais me rendre.
Je ne pense pas que Himmler ait rencontré un autre juif à cette époque. De la même façon, mon oncle était sans doute le seul juif à avoir rencontré Himmler. En fait, il a réalisé qu'il portait une responsabilité écrasante. Il devait être sûr qu'il ne commettait pas d'erreur. Terré dans son bunker, Adolf Hitler fête son 57e anniversaire entouré de ses derniers fidèles. Himmler assistait à la soirée d'anniversaire d'Hitler, son dernier anniversaire, puisque 10 jours après, il se suicidait. C'était assez irréel, et Himmler a dû penser la même chose. Là, je suis à l'anniversaire de mon Führer, et dans quelques heures, je vais négocier avec un juif. À quelques kilomètres de là, Kersten attend le diable pour le présenter à Masur. Harzwald, la propriété du docteur, devient le lieu de la rencontre la plus improbable de la Seconde Guerre mondiale. La réunion commence très tard dans la nuit dans une tension extrême. D'emblée, Himmler lance la conversation en disant que les hommes de sa génération n'ont jamais connu la paix. Il aborde la question des Juifs et dit qu'ils ont eu un rôle déterminant dans le déclenchement de la guerre. Masur écoute toujours dans un silence réprobateur. Il fait ses commentaires en silence pour ne pas froisser l'homme avec qui il doit justement négocier le sort des Juifs. Masur était quelqu'un de très posé. Il écoutait. Je suis sûr qu'à l'intérieur, il devait bouillir. Mais il a gardé son calme pendant 1 heure. Puis, il a commencé à interrompre Himmler, en lui expliquant qu'il n'était pas prêt à entendre n'importe quoi, qu'il avait perdu beaucoup de ses proches en camp de concentration au nom de la rééducation politique. Masur lui dit qu'il ne voulait plus entendre parler de cette propagande absurde. La conversation commençait à prendre un virage dangereux. Kersten prit alors la parole. Nous ne voulons pas discuter du passé, nous ne pouvons rien échanger, et si nous poursuivons, nous allons donner une mauvaise atmosphère à cette négociation. Je pense que nous sommes tous beaucoup plus concernés par ce qui peut encore être sauvé. Après une interruption, l'entretien se poursuit de longues minutes, mais se révèle fructueux. Himmler contresigne le contrat pour l'humanité rédigé par Félix Kersten. Il s'engage à faire hisser le drapeau blanc à l'arrivée des troupes alliées et russes devant les camps de la mort. Il promet également de ne pas faire sauter les camps et leurs prisonniers avec. Himmler donne aussi son feu vert au lancement de l'opération des bus blancs de la Croix-Rouge, qui doivent évacuer des milliers de prisonniers des camps encore sous contrôle allemand. Ils se retrouvèrent ensuite dans le jardin, à l'extérieur de la maison. Mon père salua Himmler qui lui dit « Vous savez, Kersten, quelques milliers de plus ou de moins, ce n'est pas très important. Demandez à Brandt d'en rajouter en plus. Ils peuvent en prendre autant qu'ils le souhaitent, autant qu'ils le peuvent. » La conséquence immédiate de cette réunion, c'est qu'1 millier de femmes juives ont été libérées de Ravensbrück. Par la suite, grâce aux négociations menées avec la Croix-Rouge suédoise, un total de 7000 femmes juives ont pu être rescapées des camps de concentration du nord de l'Allemagne. Le 23 avril, on nous a fait sortir donc des baraquements, et puis, toujours mises par 5, puis on nous a fait aller jusqu'à la porte. Et là, nous avons vu, juste à l'entrée du camp, les autobus de la Croix-Rouge suédoise qui venaient nous libérer. Au début, on n'y a pas cru. Parce que les Allemands nous avaient fait tellement de malice qu'il n'y avait aucune raison pour que cette fois ce soit vrai. Plusieurs centaines de bus militaires suédois repeints aux couleurs de la Croix-Rouge se mettent en marche.
C'est le début d'un balai incessant entre Ravensbrück et d'autres camps et le Danemark. Ce sont des dizaines de milliers de vies sauvées. Cette fois, Françoise est du voyage. Ouf, la frontière est franchie, nous arrivons au Danemark, accueil magnifique et inoubliable. Nous passons la nuit à Paderborn. Pour la première fois, nous mangeons du pain blanc. À la fin de la guerre, Felix Kersten retrouve sa famille en Suède. C'est là qu'il a décidé de refaire sa vie. Peu de temps après l'opération des bus blancs et la libération de l'Europe, il reçoit un courrier du Congrès juif mondial. L'organisation, dont le siège est à New York, le remercie pour son aide précieuse. Elle lui est reconnaissante d'avoir participé au sauvetage d'environ 60 000 juifs des camps de la mort allemands. Quand il commence sa nouvelle vie en Suède, la situation est assez bizarre. Mon père est accusé d'être un nazi. Et les autorités ne veulent pas lui donner de titre de séjour ni de permis de travail. Ils ont essayé de l'expulser en Finlande. Ils lui disent qu'ils ne veulent plus de lui ici. La tranquillité de Felix Kersten est de courte durée. La Suède, qui avait soutenu Kersten dans l'opération des bus blancs, l'accuse à présent de collaboration avec les nazis, d'avoir été lui-même sympathisant et complice de ce régime. Un homme, le comte Folke Bernadotte, membre de la famille royale suédoise et vice-président de la Croix-Rouge, est à l'origine de cette attaque. Le pays nie le rôle de Kersten en attaquant l'homme sans qui rien n'aurait été possible. Le gouvernement suédois, lui-même, ayant plus ou moins pris conscience que son rôle avait été souvent d'auxiliaire du nazisme, ne veut pas que les dossiers soient ouverts en grand, et donc fait publier le bouquin de Bernadotte le 15 juin 1945 pour solde de tout compte. Et justement, si on ne dit pas dans ce livre, si on ne nomme quasiment pas Kersten dans ce livre, ça n'est pas, je pense, il ne faut pas voir ça comme une couverture que le prince Bernadotte tire à lui, mais bien plus comme une manière de boucler un dossier de manière étanche, sans attirer l'attention sur des témoins différents qui pourraient être indépendants et raconter les choses un peu différemment. Des études très récentes ont montré qu'à cette époque, les Suédois avaient scellé un pacte de silence. Pour des raisons politiques, le gouvernement suédois avait besoin de reprendre la main. La Suède, à cette époque-là, a ébauché le concept de folkhem, fondé sur l'unité et l'homogénéité retrouvée du peuple suédois. Du coup, dans ce type de société, il n'était plus question de parler du problème juif. L'Holocauste était banni des discours, même chose pour Masur et Kersten. Ils n'avaient plus leur place dans cette nouvelle société. Mon père était isolé dans un pays étranger. Il était très attristé par cette situation. Il décida de prendre contact avec la reine de Hollande via son ambassadeur en Suède. Il leur demanda de l'aide. « Aidez-moi à sauver mon honneur, je ne suis pas un escroc. » La reine de Hollande donna des instructions à son ambassadeur qui plaida sa cause auprès du roi de Suède. Elle ajouta que toute accusation contre mon père serait considérée comme une accusation contre sa personne. Pour officialiser son soutien à Kersten et le récompenser des risques encourus, la Hollande décore le médecin de sa plus haute distinction. Puis, une commission d'enquête est créée. Pendant plusieurs années, des historiens et des militaires passent au crible ses faits et gestes lorsqu'il était au service de Himmler. Finalement, le médecin du diable est lavé de tout soupçon et la Suède lui accorde un titre de séjour permanent. Je ne crois pas que les efforts du docteur Kersten ont été suffisamment appréciés par les différentes communautés juives
et par les gouvernements. Je crois même que Kersten a été oublié. J'ai même le sentiment qu'il ne voyait en Kersten que le médecin de Himmler. Et du coup, il pensait qu'il avait forcément dû être d'accord avec les agissements des nazis. En fait, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que oui, bien sûr, il était le médecin de Himmler, mais c'était surtout un grand humaniste qui a tenté de sauver des gens tout au long de la guerre. Pas nécessairement des Juifs, parce qu'au début de la guerre, il ne pouvait rien faire pour eux, mais beaucoup d'autres, des communistes, des homosexuels et bien d'autres. Ce n'est qu'après qu'il a tenté de sauver des Juifs. En fait, c'était un médecin. Et le devoir des médecins, c'est de sauver des vies. L'important pour lui, c'était d'arracher des vies à la mort, qu'elles soient juives ou pas. Pour lui, cela n'avait aucune importance. Toutes ces personnes n'étaient pas assez nombreuses. Il aurait fallu que l'humanité se dresse tout entière. Maintenant, on ne peut plus le remercier, je pense. Le docteur Félix Kersten meurt en novembre 1960 lors d'un voyage qui le conduisait en France. Il devait recevoir des mains du général de Gaulle la Légion d'honneur pour acte de bravoure. Récompensé par plusieurs pays, il n'a pourtant jamais reçu le titre de juste parmi les justes.